Mes parents ont dit que mon frère et sa famille allaient emménager dans ma maison. Et que je n'avais pas mon mot à dire après tout, il avait déjà décidé. J'ai toujours été le second choix dans ma famille. Jamais le préféré. Jamais l'enfant prodige. Juste Matteux, le comptable. Mon frère Raphaël, en revanche, a toujours été la fierté de nos parents. Quand nous étions enfants, Raphaël recevait le vélo le plus neuf, tandis que moi, je récupérais ses anciens. Pour les anniversaires, il avait droit à des consoles de jeux vidéo hors de prix, et moi, à des livres. Ou des vêtements. Au lycée, ma mère et mon père assistaient à tous les matchs de football de Raphaël. Mais ils ne sont venus qu'à une seule de mes compétitions de débat que j'ai d'ailleurs emportée. Et même là, ils ont passé la moitié du temps à parler de combien Raphaël aurait été fier. Le testament de grand-père n'a été que la cerise sur le gâteau d'une vie entière de favoritisme. Raphaël a hérité de la grande maison, avec 4 chambres, dans le meilleur quartier de la ville, tandis que moi, j'ai reçu une maison modeste, avec 2 chambres, à la limite des banlieues. Maman avait supplié grand-père de laisser la grande maison à Raphaël. Un jour, je l'ai entendu en parler avec lui, même si elle ne s'est jamais doutée que j'écoutais. « Papa, s'il te plaît, disait-elle. Raphaël aura une famille un jour, il aura besoin de l'espace. Matteux s'en sortira très bien avec la plus petite maison. » Je ne me suis jamais plaint de tout ça. À quoi bon? Dans notre famille, Raphaël est toujours passé en premier. C'est comme ça que les choses fonctionnaient. Alors je n'ai pas été surpris quand, lors de notre dîner familial mensuel, Raphaël et sa femme Amanda se sont regardés avant d'annoncer qu'ils avaient une grande nouvelle. Nous avons décidé de vendre la maison, déclara Raphaël, un sourire jusqu'aux oreilles. J'ai failli m'étrangler avec mon verre d'eau. Nous allons investir dans une opportunité incroyable, poursuivit Amanda, presque en sautant sur sa chaise. L'ami de Raphaël, Gustavo, lance une entreprise révolutionnaire, et nous allons investir dès le début. Maman et papa ont applaudi, tout excités. Quelle merveille! S'exclama maman. Quel genre d'entreprise? Demandai-je, méfiant. C'est compliqué, répondit Raphaël en agitant la main, comme si ce n'était rien. Gustavo lance une plateforme technologique qui connecte les investisseurs aux startups. Ça va révolutionner le monde du capital risque. On va gagner beaucoup d'argent. Gustavo prévoit un retour sur investissement de 300% la première année, ajouta Amanda. 300%? Répétai-je en posant ma fourchette. Ça me semble suspect. Écoutez, vous avez 2 jeunes enfants. Bianca n'a que 5 ans, et Gabriel vient tout juste d'avoir 3 ans. Vous êtes sûr que vendre la maison est la meilleure option? Peut-être qu'il vaudrait mieux investir seulement une partie de vos économies. L'atmosphère de la pièce sembla se refroidir de 10 degrés d'un coup. Amanda souffla bruyamment, et Raphaël me lança ce sourire condescendant que je connaissais par cœur. Matteux, dit-il lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant, je sais que tu veux aider, mais j'ai étudié la finance à l'université de Monte-Claro. Toi, tu es juste un comptable diplômé d'un institut communautaire. Je pense comprendre un peu mieux l'entrepreneuriat que toi. Je me mordis la langue. Ce que Raphaël oubliait toujours de mentionner, c'est qu'il avait failli ne pas obtenir son diplôme à Monte-Claro, alors que moi, j'avais été diplômé avec mention et promu 2 fois en 5 ans dans mon cabinet. Et puis poursuivit Raphaël, si grand-père m'a donné la grande maison, c'est pour une raison. Il a toujours su que j'avais un meilleur sens des affaires. C'est exactement le genre d'opportunité qu'il aurait voulu que je saisisse. J'aurais pu dire, à ce moment-là même, que si le grand-père lui avait laissé la grande maison, c'était uniquement parce que maman l'avait pratiquement supplié. J'aurais pu souligner que le grand-père, qui avait bâti son modeste patrimoine à force d'économie et d'investissement prudent, aurait été horrifié à l'idée que Raphaël vende sa maison pour investir dans une plateforme technologique vague. J'aurais pu aussi mentionner que Gustavo avait déjà échoué dans 3 startups différentes au cours des 5 dernières années. Mais, à quoi bon? Raphaël était un adulte. Lui et Amanda avaient pris leur décision. Et franchement, après une vie à être le second choix, je n'étais pas particulièrement enclin à le sauver de lui-même. Tu as raison, dis-je en prenant une autre gorgée d'eau. C'est ta décision. Maman adressa un sourire fier à Raphaël. Nous sommes si fiers de toi pour avoir osé franchir ce pas, dit-elle. Il faut du courage pour saisir une telle opportunité. Papa acquiesça. Ton grand-père serait fier aussi. Pendant le reste du dîner, Raphaël et Amanda parlèrent de tout ce qu'ils comptaient faire avec leur future fortune. Ils allaient voyager à travers le monde, acheter une maison de plage, inscrire les enfants dans une école privée. Je suis resté silencieux, me contentant d'acquiescer et de sourire quand il le fallait. Pendant ce temps, je passais mentalement en revue mes propres années de rénovation dans ma petite maison. J'avais entrepris de moderniser chaque pièce, petit à petit, avec l'argent économisé grâce à mon ennuyeux travail de comptable. Le mois dernier, j'avais terminé la cuisine. La prochaine étape, c'était la salle de bain.
3 mois après ce dîner fatidique, j'étais justement dans ma salle de bain fraîchement rénovée, profitant d'une douche chaude sous mon pommeau à effet pluie, quand mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Je l'ai ignoré au début. Mais après le 5e appel consécutif, j'ai fermé l'eau et me suis enroulé dans une serviette. 6 appels manqués de maman. Ce n'était pas bon signe. J'ai rappelé immédiatement, laissant de l'eau goutter sur le sol de la salle de bain. Matteux, grâce à Dieu. Maman a répondu d'une voix tendue. Tu peux venir ici? C'est à propos de Raphaël. 1 heure plus tard, je garais ma voiture dans l'allée de mes parents, et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange, une montagne de valises et de cartons empilés sur le perron. Avant même que je puisse sonner, la porte s'est ouverte brusquement, et j'ai failli être renversé par Bianca et Gabriel, qui ont couru vers mes jambes. Tonton Matteux, a crié Bianca. Maintenant, on va habiter chez mamie et papy. J'ai levé les yeux et vu ma mère dans l'embrasure de la porte. Son visage semblait marqué, épuisé. Derrière elle, Raphaël faisait les 100 pas, son téléphone collé à l'oreille, tandis qu'Amanda était assise sur le canapé, le regard vide, rivé à l'écran de son ordinateur portable. Qu'est-ce qui se passe? L'ai-je demandé, même si j'avais déjà une assez bonne idée. Maman m'a fait entrer et a refermé la porte derrière nous. Raphaël et Amanda ont dû quitter leur appartement, a-t-elle murmuré. Le loyer était devenu trop élevé. Ah. Donc l'argent de la maison était déjà parti. Après avoir vendu leur maison, Raphaël et Amanda avaient rapidement acheté une Porsche 911 rouge voyante et totalement inadaptée pour une famille avec 2 jeunes enfants. Ensuite, ils avaient loué un appartement de luxe en centre-ville. Raphaël avait quitté son emploi stable à la banque pour se consacrer pleinement à l'investissement. Ils avaient investi environ 200 000 dans le projet de Gustavo. Et dépensé les 100 000 restants pour la voiture et un voyage extravagant aux Maldives, laissant les enfants chez mes parents pendant 3 semaines. Gustavo dit que le premier trimestre est toujours un peu lent, déclara Raphaël à haute voix en terminant son appel. Il força un sourire. Mais les choses vont s'améliorer d'un moment à l'autre. Je suis allé dans la cuisine chercher un verre d'eau, et mon père m'y a rejoint. À quel point est-ce grave? Ai-je murmuré. Mon père poussa un long soupir, passant la main dans ses cheveux clairsemés. Ils ont tout brûlé. Le loyer de l'appartement était de 7 000 par mois. Le paiement de la voiture s'ajoutait à 4 000. Ils n'ont pas pu suivre. Et l'investissement? Le visage de mon père s'assombrit. Gustavo continue à dire qu'ils sont sur le point de faire une percée majeure. Il secoua la tête, mais j'ai un très mauvais pressentiment. Au cours des semaines suivantes, j'ai observé de loin tandis que Raphaël s'épuisait à chercher un emploi. Il a fini par décrocher un poste dans une concession automobile, une nette régression par rapport à son ancien poste à la banque, mais au moins, c'était quelque chose. Pendant ce temps, Amanda faisait de son mieux pour sauver les apparences, postant des photos soigneusement sélectionnées sur les réseaux sociaux pour donner l'illusion que tout allait bien. Mais la réalité était loin d'être parfaite. La modeste maison de mes parents n'avait pas été conçue pour abriter 6 personnes. Un soir, ma mère m'a appelé, la voix épuisée. Matteux, mon chéri, je déteste te demander ça, elle a marqué une pause, nous avons du mal à acheter de la nourriture. Avec autant de bouches à nourrir, tu comprends? Je savais déjà ce qui allait suivre. De combien tu as besoin, maman? Oh, n'importe quel montant aiderait, répondit-elle précipitamment. On est juste un peu à court ce mois-ci. J'ai promis de faire le virement immédiatement, et j'ai décidé d'envoyer 600 $, assez pour les aider sans mettre mon propre budget en péril. Quand je lui ai annoncé la somme, elle m'a remercié avec enthousiasme, mais j'ai perçu une déception subtile dans sa voix. Clairement, elle espérait davantage. Le mois suivant, j'ai reçu un nouvel appel. Puis un autre. Le virement de 6 cents $ est devenu un engagement mensuel. Ça ne me dérangeait pas d'aider. Mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer que, malgré toutes leurs difficultés financières, Raphaël et Amanda continuaient à garder la Porsche. Les priorités, j'imagine. Un soir, je suis allé à l'anniversaire de ma cousine Béatrice. Je pensais que ce serait un moment de répit loin des tensions familiales, mais je me suis trompé. Ma tante Patricia m'a acculé près de la table des desserts. Matteux, mon chéri, murmura-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Comment tu gères toute cette situation avec Raphaël? J'ai haussé les épaules. J'essaie juste d'aider comme je peux. Tante Patricia s'est encore rapprochée. Et écoute, tu dois savoir que tes parents sont au bout du rouleau. Ils aiment Raphaël, bien sûr, mais avoir toute sa famille à la maison, c'est vraiment trop lourd. Elle a pris une gorgée de vin et baissé la voix. Et entre nous, ils ont un plan pour régler ça. Une sensation étrange m'a noué l'estomac. Quel genre de plan? Ils veulent que Raphaël et sa famille emménagent chez toi. Mon assiette a failli tomber de mes mains. Quoi? Ta mère trouve ça parfaitement logique,
puisque tu vis seul dans une maison avec 2 chambres? Je suis resté figé, choqué, tandis que tante Patricia serrait mon bras avec compassion. Je me suis dit que tu devais le savoir. Ça ne me semblait pas juste qu'il prévoie ça dans ton dos. La fête continuait autour de moi, mais je n'y prêtais presque plus attention. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était l'audace de cette situation. Il ne comptait pas simplement me demander d'accueillir Raphaël et sa famille. Il voulait littéralement me pousser hors de chez moi. Sur le chemin du retour, mon esprit tournait à toute vitesse. Je savais exactement ce qui allait suivre, les tentatives de me culpabiliser, la pression familiale, le fameux « c'est juste temporaire » qui deviendrait inévitablement permanent. Et une fois que Raphaël et sa famille seraient installés, ce serait à moi de payer les factures, de nettoyer derrière eux, et de renoncer, peu à peu, à mon propre espace. Non. Pas cette fois. Je n'allais pas me laisser utiliser encore une fois. Une fois rentré chez moi, je me suis servi un verre de vin et je me suis assis à la table de la cuisine pour réfléchir. Quand j'ai terminé mon verre, j'avais un plan. Le lendemain matin, je suis entré sans prévenir dans le bureau de mon chef, Daniel. Il a levé les yeux de son ordinateur, surpris. « Matteux? Tout va bien? Je ne suis pas passé par 4 chemins. Le poste à la filiale de Porto Alegre est-il toujours ouvert ?» Daniel s'est adossé à son siège, m'observant. « C'est un poste senior, Matteux. Ça implique plus de responsabilités, un nouvel environnement, un grand changement. Je suis prêt pour ça, ai-je répondu avec assurance. Je suis dans cette entreprise depuis 5 ans, j'ai toujours dépassé mes objectifs. Mes évaluations sont excellentes. J'ai toutes les qualifications requises. Daniel acquiesça, pensif. Bon, je n'avais pas envie de te voir partir d'ici, mais, il sourit, tu serais un excellent choix pour ce poste. Je vais passer quelques coups de fil. Il marqua une pause. Le poste commence dans 4 semaines. Ça te laisse assez de temps pour tout organiser. Parfait, ai-je répondu, calculant mentalement mes prochaines étapes. En sortant du bureau de Daniel, j'ai immédiatement appelé mon amie Jana, qui était agente immobilière. Il faut que je vende ma maison au plus vite, ai-je dit d'un ton direct. Eh bien, ta maison est dans un excellent quartier, et tu as fait des rénovations magnifiques, elle réfléchit un instant. Si on propose un prix compétitif, on peut avoir des offres en moins d'1 semaine. Mais, Matteux, tu es sûr de toi? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie, ai-je affirmé sans la moindre hésitation. Les 2 semaines suivantes furent une vraie course contre la montre. Jana fit un travail remarquable. En seulement 5 jours, nous avons reçu 3 offres concurrentes. J'ai accepté la plus élevée, 285 000 $, soit 45 000 $ de plus que ce que j'avais payé pour la maison 4 ans plus tôt. Pas mal pour un petit bien immobilier. Pendant ce temps, j'ai commencé à chercher des appartements à Porto Alegre, en privilégiant les quartiers proches de la filiale de l'entreprise. Le marché immobilier y était plus accessible que dans ma ville actuelle. J'ai trouvé un bel appartement d'une chambre dans un immeuble moderne, avec salle de sport et terrasse sur le toit, pour 220 000 $. J'ai fait une offre immédiatement et entamé le processus d'achat. Pendant tout ce temps, je n'ai rien dit à ma famille. Ma mère m'a appelé 2 fois. D'abord pour me remercier de l'argent que je transférais chaque mois. Ensuite, en essayant de paraître détendu, pour me demander si j'étais libre pour dîner le samedi suivant. Nous avons quelques petites choses dont nous aimerions te parler, dit-elle, avec un ton faussement léger. Bien sûr, maman, ai-je répondu sur le même ton. Je serai là. J'ai contacté une entreprise de déménagement pour emballer et transporter la plupart de mes affaires vers un garde-meuble à Porto Alegre, ne gardant que ce qui tenait dans 2 valises, quelques vêtements pour quelques semaines, mon ordinateur portable et quelques objets personnels. Le lendemain du déménagement, je me suis installé dans une auberge simple du centre-ville. C'était étrange de dormir dans un lit superposé, partageant la chambre avec des inconnus. Mais ce n'était que temporaire. Il ne restait plus que 3 jours avant mon vol. Le samedi soir, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour la dernière fois. Je me suis garé à un pâté de maison, pour éviter qu'ils ne remarquent que ma voiture était pleine de tout ce qui restait de ma vie ici. En marchant vers la porte, j'ai pris une profonde inspiration. Ce serait l'affrontement que j'avais évité toute ma vie. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire crispé. Matteux, je suis contente que tu sois venu. On allait justement servir le dîner. À l'intérieur, l'ambiance était pesante. Mon père était assis en bout de table, l'air mal à l'aise. Raphaël et Amanda étaient également là, affichant des expressions faussement amicales mais qui me semblaient arrogantes. Les enfants n'étaient pas là. Nous avons échangé quelques banalités avant que ma mère ne repose enfin sa fourchette et n'aille droit au but. Matteux, mon chéri, nous voulions te parler de ta maison. Qu'est-ce qu'elle a, ma maison? L'ai-je demandé, feignant l'innocence. Eh bien, poursuivit ma mère,
prenant ce ton persuasif qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que je cède quelque chose pour le bien de Raphaël. Ton père et moi pensons qu'il serait logique que Raphaël et sa famille restent chez toi pendant un moment. Juste le temps de se remettre sur pied. J'ai regardé Raphaël, qui gardait les yeux rivés sur son assiette. Amanda m'observait attentivement, avec une lueur de défi dans le regard. Pour combien de temps? L'ai-je demandé, sachant déjà ce qu'on allait me répondre. Raphaël haussa les épaules. On ne sait pas encore. Mais les choses commencent à s'arranger. Avec l'investissement, Gustavo dit que le grand tournant peut arriver d'un jour à l'autre. J'ai dû me retenir de rire. 3 mois plus tard, et il s'accrochait encore à cette illusion. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je répondu, essayant de rester calme. Ma maison est petite, elle n'a que 2 chambres. Tu pourrais prendre la plus petite et leur laisser la suite parentale, proposa aussitôt ma mère. Ou peut-être pourrais-tu loger chez un ami, juste pour un moment. Le temps que tout se stabilise. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais je me suis interrompu. À quoi bon? Dans quelques jours, je serai loin, et tout cela n'aurait plus aucune importance. Le mieux serait de les laisser croire qu'ils avaient le contrôle. J'ai poussé un long soupir, laissant mes épaules s'affaisser, comme si je cédais. D'accord, ai-je dit d'un ton neutre. Ils comptent emménager quand? Ma mère sembla surprise, clairement préparée à plus de résistance. Nous pensions au week-end prochain. Ça te conviendrait? Bien sûr, ai-je répondu, en jouant machinalement avec ma nourriture. Je pense que je vais commencer à emballer quelques affaires. Raphaël et Amanda échangèrent un regard triomphant. Ma mère semblait soulagée. Mon père, lui, évitait toujours de croiser mon regard. Le reste du dîner passa dans un flou. Ma mère, mon père, Raphaël et Amanda se mirent à discuter logistique, quels meubles resteraient, lesquels iraient dans un garde-meuble, comment mon bureau pourrait être transformé en salle de jeu pour les enfants. Je restais là, repoussant distraitement la nourriture dans mon assiette, répondant seulement quand on s'adressait directement à moi. Après le dessert, je me suis levé. Je dois y aller. J'ai encore beaucoup de choses à organiser avant le déménagement. En sortant par la porte, j'ai encore entendu leur conversation continuer, à voix plus basse mais parfaitement audible. Je vous l'avais dit qu'il accepterait, murmura ma mère. Matteux a toujours été raisonnable. On doit l'aider à déménager? Demanda mon père. Ce ne sera pas nécessaire, répondit Amanda d'un ton désinvolte. La plupart des affaires peuvent simplement rester dans le garage. Ce n'est pas comme s'il y avait quoi que ce soit de valeur. Il nous faudra un nouveau canapé, ajouta Raphaël. Celui qu'il a est affreux. Il me ruine le dos. Je refermai doucement la porte d'entrée derrière moi, leur voix s'effaçant peu à peu à mesure que je m'éloignais. Ils m'avaient déjà effacé de l'équation. Ils étaient en train de planifier comment occuper mon espace, remplacer mes affaires par les leurs, comme si je n'avais jamais été là. Mais ils ignoraient encore qu'il n'y avait plus rien à reprendre. À l'auberge, j'ai regardé mon téléphone et vu un message de ma mère. Merci de ta compréhension, mon chéri. Ton frère t'en est très reconnaissant. Je n'ai pas répondu. J'ai plutôt envoyé un message rapide à Jana, confirmant que tout se passait comme prévu. Tout est en ordre? Ai-je demandé. Elle a répondu immédiatement. Tout est en ordre. Les nouveaux propriétaires récupèrent les clés jeudi. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai quitté l'auberge et je suis allé directement à l'aéroport. Quand l'avion a décollé, m'emportant vers ma nouvelle vie à Porto Alegre, j'ai senti un énorme poids s'envoler de mes épaules. Mon nouvel appartement serait prêt dans 2 jours. Mon nouveau travail commencerait dans 1 semaine. Après l'achat de l'appartement, il me restait environ 65 000 $ provenant de la vente de la maison, une somme que, bien entendu, je comptais investir prudemment. Contrairement à certaines personnes que je connaissais. Ma première semaine à Porto Alegre passa comme un agréable flou. Je me suis installé dans mon nouvel appartement, un loft moderne d'une chambre, avec de grandes fenêtres du sol au plafond et une vue incroyable sur la ville. Le quartier était vivant, rempli de cafés et de petites boutiques. Mon nouveau poste venait avec un bureau personnel et une augmentation de salaire de 15%. Tout se déroulait exactement comme prévu. Jusqu'au jeudi soir. Exactement 1 semaine après mon départ de mon ancienne ville. J'étais en train de déballer les dernières boîtes de la cuisine quand mon téléphone s'est mis à exploser de notifications, 27 appels manqués en seulement 2 heures. 15 de ma mère, 8 de mon père, 4 de Raphaël, sans parler des dizaines de messages textes, tous plus affolés les uns que les autres. Je savais exactement ce qui s'était passé. Aujourd'hui était le jour où Raphaël et sa famille devaient emménager dans ma maison. Je pouvais visualiser la scène parfaitement, Raphaël arrivant avec un camion de location, rempli de meubles et de cartons, sonnant à la porte, pour trouver des inconnus vivant là. J'ai attrapé un verre de vin et me suis affalé sur mon nouveau canapé, réfléchissant à si je devais répondre, ou tout simplement bloquer tous les numéros.
Avant que je ne prenne une décision, mon téléphone a sonné de nouveau. Maman. Contre toute logique, j'ai décroché. Matteo Eduardo Ferreira. La voix de ma mère était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour à toi aussi, maman, ai-je répondu calmement, en prenant une gorgée de vin. Ne fais pas l'innocent. Cria-t-elle presque. Raphaël vient d'arriver chez toi avec le camion de déménagement et une autre famille villa. Ils ont dit qu'ils ont acheté la maison, il y a 2 semaines? C'est exact, ai-je confirmé. Les Anderson. Un couple très sympathique. 2 adolescents. Ils ont fait une très bonne affaire. Le silence de l'autre côté était presque assourdissant. Puis, elle a enfin parlé. Alors tu as vendu ta maison sans prévenir personne? Sa voix tremblait d'indignation. Comment as-tu pu faire quelque chose aussi déloyal? J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Déloyal? Ai-je lâché un rire sec. Et ça vient de quelqu'un qui prévoyait de m'expulser de chez moi sans même me demander mon avis? Un autre silence. Puis, d'un ton bien plus froid, elle demanda. Où es-tu, Matteo? À Porto Alegre. J'ai eu une promotion. Je suis maintenant comptable senior à la filiale de l'entreprise ici. Sa voix se brisa. Alors, tu es simplement parti? Sans dire au revoir? Sans rien dire à personne? Un peu comme vous aviez prévu de me faire sortir de chez moi sans rien me demander d'abord, ai-je rétorqué. Ce n'est pas pareil, insista TL. Nous sommes une famille. Nous avions besoin de ton aide. Non, maman. Ma patience. Si Raphaël et Amanda avaient besoin d'un sauvetage financier à cause de leurs erreurs, et que, au lieu de les tenir responsables, tu as décidé que, encore une fois, ce serait à moi de me sacrifier, comme toujours? Ce n'est pas juste. Ma voix était tranchante comme une lame. Toute ma vie, ça a été comme ça. Raphaël d'abord, Matteo ensuite. Quand on avait besoin de nouveaux vêtements pour l'école, c'est Raphaël qui avait les plus chers. Quand on avait des événements le même jour, vous alliez au sien. Quand papy est mort, Raphaël a eu la plus grande maison parce que tu l'as convaincu qu'il la méritait plus. Et maintenant, alors que Raphaël a fait la plus grosse erreur de sa vie, que lui et Amanda ont tout gâché avec une idée absurde, votre solution a été tout simplement de me prendre la seule chose que j'avais conquise par moi-même, ma maison. Silence. Un instant, j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis j'ai entendu sa voix de nouveau plus froide que jamais. Je ne sais pas à qui tu crois parler, jeune homme. Mais je reste ta mère, elle marqua une pause et à partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. Je m'étais préparé à la colère, aux manipulations émotionnelles, aux discours de culpabilité. Mais ça faisait plus mal que je ne l'aurais imaginé. Je crois qu'on sait tous les deux que ça a toujours été comme ça, maman, dis-je d'un ton calme. Ah, et j'annule les virements mensuels. Les 600 que j'envoyais pour aider la famille de Raphaël, c'est terminé. Elle resta silencieuse encore une fois, et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête, sa colère contre moi luttant contre le besoin de mon argent. Nous ne voulons pas de ton argent, dit-elle finalement. Mais sa voix manquait cruellement de conviction. Parfait. Parce que vous ne recevrez plus rien. Adieu, maman. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Et j'ai bloqué son numéro. Ensuite, j'ai fait la même chose avec mon père, Raphaël et Amanda, mettant un terme à tout contact pour toujours. Presque immédiatement, mon téléphone s'est mis à vibrer avec des messages provenant de numéros inconnus. Raphaël utilisant le portable de mon père. Ma mère m'écrivant via un ami. J'ai éteint complètement le téléphone. J'ai terminé mon verre de vin dans un silence enfin apaisé. Le lendemain, j'ai acheté un nouveau téléphone, avec un nouveau numéro. Je ne l'ai partagé qu'avec mes amis proches, mes nouveaux collègues de travail et quelques rares membres de la famille en qui j'avais encore confiance comme ma tante Patricia, qui m'a envoyé un magnifique bouquet de fleurs pour me féliciter quand je lui ai raconté ce que j'avais fait. 6 mois ont passé. Je m'épanouissais dans mon nouveau poste. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai eu quelques rendez-vous, rien de sérieux, mais surtout, je vivais ma vie selon mes propres termes, sans l'ombre des attentes de ma famille pesant sur moi. De temps en temps, je pensais à eux. Je me demandais si Raphaël et sa famille vivaient toujours chez mes parents, si leur investissement avait rapporté quelque chose, j'en doutais, si ma mère et mon père continuaient à assumer toutes les dépenses, si à un moment donné ils avaient réfléchi à la façon dont ils m'avaient traité, s'ils le regrettaient un jour. Mais la plupart du temps, je ne pensais tout simplement pas à eux. Un dimanche matin, alors que je prenais mon café sur le balcon, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, mais avec l'indicatif de ma ville natale. J'ai failli l'ignorer. Mais la curiosité l'a emporté. Allô? Salut, Matteo. C'est ta cousine, Béatrice. J'espère que ça ne te dérange pas,
mais j'ai eu ton numéro auprès de tante Patricia. Je pense que tu devrais savoir ce qui se passe ici. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Qu'est-ce qui se passe? Raphaël et sa famille vivent toujours chez tes parents. Elle fit une pause. Ils ont de gros problèmes. L'investissement était une arnaque. Gustavo a disparu avec tout l'argent il y a des mois. Je ne peux pas dire que je suis surpris, ai-je murmuré. Oui, elle poussa un soupir. Tes parents aussi sont en difficulté. Ils ont des factures impayées parce qu'ils continuent à subvenir aux besoins de 4 personnes en plus. Ton père a dû sortir de la retraite et trouver un emploi à temps partiel dans une quincaillerie. Je ne dis rien. J'attendais le discours de culpabilisation, la demande pour que je recommence à aider financièrement. Mais Béatrice me surprit. Je ne te dis pas tout ça parce que je pense que tu devrais les aider, ajouta-t-elle rapidement. En fait, c'est plutôt le contraire. Tout le monde dans la famille dit que tu as été le seul à avoir eu l'intelligence de partir quand il le fallait. Elle fit une autre pause. Même ta mère a admis, en parlant avec ma mère, qu'il n'aurait jamais dû essayer de te prendre ta maison. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps assis sur le balcon, à observer la ville en contrebas. Je n'ai pas ressenti de satisfaction face aux difficultés de ma famille, mais je n'ai pas ressenti de culpabilité non plus. Ils avaient fait leur choix, et moi les miens. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi moi et plus jamais je n'accepterai d'être relégué au second plan. Le téléphone resta dans ma main quelques instants après la fin de l'appel. Même si je savais que j'avais fait le bon choix, une étrange sensation m'envahissait, celle d'un cycle qui se fermait. Je ne ressentais aucun remords, mais il y avait quelque chose de surréaliste dans le fait de savoir que ma mère avait admis même en privé qu'ils avaient fait une erreur. D'une certaine manière, je savais déjà que cela arriverait. Après tout, ils m'avaient toujours vu comme une ressource inépuisable, l'option fiable, celui qu'on pouvait sans cesse reléguer au second plan parce qu'au final, je finirais toujours par céder. Mais cette fois, je n'ai pas cédé. J'ai pris une profonde inspiration et je suis rentré dans l'appartement. Il restait encore du travail à faire. Mon nouvel emploi se passait bien, ma vie s'était stabilisée, et pour la première fois depuis longtemps, je ne portais plus le poids des besoins de personne d'autre que les miens. Les mois ont passé. Les nouvelles de ma famille sont devenues de plus en plus rares. Après cet appel de Béatrice, je n'ai fait aucun effort pour en savoir davantage. Si quelqu'un mentionnait ma mère, mon père ou Raphaël, je changeais de sujet. Je n'avais plus besoin de ces informations. Mais le destin a une manière bien à lui de nous ramener vers le passé même quand on est convaincu d'avoir tout laissé derrière soi. Presque un an après mon départ, je les ai revus. Je revenais d'un voyage professionnel lorsque j'ai décidé de faire un petit détour par ma ville natale. Pas par nostalgie loin de là mais parce qu'il y avait quelque chose que je devais voir de mes propres yeux, mon ancienne maison. J'ai roulé jusqu'au quartier, éprouvant un mélange de nostalgie et de soulagement en voyant les rues familières. Mais en tournant au coin de la rue, de loin, je vis que mon ancienne maison ne m'appartenait plus. La façade avait changé. Les nouveaux propriétaires avaient repeint les murs, modifié le jardin. Ils avaient fait de cette maison un foyer et je ne ressentais absolument rien. C'était comme regarder un chapitre d'un livre déjà refermé. Mais avant que je ne puisse partir, j'ai aperçu quelqu'un traverser la rue un peu plus loin, ma mère. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux autrefois impeccablement coiffés étaient négligés, et ses vêtements simples, sans la moindre trace de cette coquetterie excessive qu'elle affichait toujours. Elle ne m'a pas vu. Je l'ai suivie du regard, et j'ai rapidement compris où elle allait, la maison de mes parents où vivaient désormais 5 personnes. La façade était délabrée, le jardin mal entretenu, et 2 vieilles chaises trônaient sur le perron. Ils étaient toujours là. Ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, Raphaël ne s'était jamais relevé. Et s'il était encore là, alors mes parents continuaient certainement à tout payer. La curiosité a pris le dessus. J'avais besoin de voir jusqu'où les choses étaient allées. J'ai garé la voiture près d'une petite supérette du quartier et je suis entré. J'ai traversé les rayons, pris une bouteille d'eau et, en me dirigeant vers la caisse, je l'ai vu, mon père. Il était derrière le comptoir, en train de travailler. Ma cousine avait dit vrai. Il était bel et bien sorti de la retraite pour subvenir aux besoins de Raphaël et de sa famille. Il ne m'a pas vu, et je n'ai pas cherché à être reconnu. J'ai simplement payé l'eau et je suis parti. Mais une chose était claire, ils payaient le prix de leur propre choix. Raphaël n'avait jamais retrouvé de travail dans son domaine après avoir perdu tout l'argent dans l'arnaque de Gustavo. Il avait tenté de lancer de petits commerces, mais aucun n'avait fonctionné. Lui et Amanda étaient toujours au chômage, sans aucune source de revenus stable. Et pire encore, ils n'avaient même jamais essayé de se débrouiller par eux-mêmes. Il était plus facile de rester là où ils étaient. Après tout, ils avaient toujours compté sur mes parents pour régler les problèmes à leur place. Mais maintenant, sans moi pour assumer une partie des dépenses, tout le fardeau reposait sur les épaules de mon père. Ma mère,
autrefois si obsédée par les apparences, n'avait plus le temps pour ça. Elle passait ses journées à gérer les factures de la maison, essayant de jongler avec un budget qui ne fermait jamais. Mon père, fatigué par la vie, était retourné au travail, empaquetant des courses dans une petite supérette pour réussir à payer les dépenses de base. Et Raphaël? Le brillant, celui qui méritait plus, le fils préféré, ne faisait toujours rien. Il vivait exactement la vie que ma mère avait planifiée pour moi, dépendant, prisonnier. Sauf que moi, j'avais choisi de m'en aller. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai pas eu envie de m'approcher ou de demander comment ils allaient. Après tout, ce n'était plus mon problème. Je suis reparti de cette ville sans parler à personne, pour retrouver ma vie, ma maison, mon travail et tout ce que j'avais conquis par moi-même. Aujourd'hui, 3 ans après mon départ, je n'ai plus eu aucun contact avec eux. Je sais, grâce à Béatrice, que ma mère et mon père n'ont jamais réussi à rembourser toutes les dettes accumulées au fil du temps. La maison où ils vivent désormais tombe littéralement en ruine. Mon père, épuisé, a dû arrêter de travailler pour des raisons de santé. Ma mère, sans autre option, a été obligée d'admettre qu'elle n'aurait jamais dû faire de Raphaël sa priorité absolue. Mais le plus ironique dans tout cela, c'est que, même maintenant, Raphaël et Amanda n'ont toujours pas quitté la maison. Ils vivent comme des parasites chez mes parents, en espérant que les choses s'améliorent comme par magie. Pendant ce temps, moi, je continue de vivre ma meilleure vie. Mon travail m'a ouvert de nouvelles opportunités, mon cercle d'amis s'est agrandi et, surtout, je n'ai plus jamais été relégué au second plan dans ma propre vie. Ils ont fait leur choix. Et moi, j'ai fait les miens. Et la meilleure décision que j'ai jamais prise, c'est de couper les liens avec ceux qui ne m'ont jamais considéré comme une priorité. Parce qu'au fond, la seule personne qui peut réellement garantir ton propre succès, c'est toi-même.